Jean-Charles vient de les citer tous les deux. Je vous demande d'accueillir, sous les applaudissements nourris évidemment, Muriel Garcia et Bruno de Montalivet. Merci de les accueillir. Attention. Voilà. Bonjour à tous les deux. Muriel, présidente d'honneur d'Innovacteur, présidente de 2009 à 2020. Jean-Charles le rappelait, 4 mandats consécutifs. Mais non, Muriel peut se mettre voilà, entre nous deux. Voilà. Et Bruno de Montalivet, président d'honneur et fondateur d'Innovacteur, président, lui, de 2007 à 2009. Et Bruno, on va commencer peut-être avec toi, puisque je disais, tu as été un des 2 fondateurs de l'association. C'était des 3 fondateurs, effectivement, des 3 fondateurs. 6 ? Ah bon ? Mais qui c'est qui a écrit mes fiches? Oui, je sais, c'est moi. Donc, tu as fait partie des 6 fondateurs de l'association. On rappelle, c'était en 2002. Je voudrais que tu racontes un petit peu cette histoire. Très bien. Bonjour à tous. Alors, premier constat, il y a quand même des pertes en ligne, puisqu'il y a 6 fondateurs, il n'y a que 3 présents, avec Michel et François-Marie. C'est un premier constat. Non, cela dit, on est en 2002. Pas mal d'entreprises, bien évidemment, ont travaillé notamment dans le secteur industriel à partir des cercles de qualité qui, je vous rappelle, sont apparus dans les années 80-90 en Europe, une dizaine d'années avant au Japon. Et l'industrie française a pas mal travaillé sur ces cercles de qualité. Et un certain nombre d'entreprises, donc du secteur industriel, déjà échangeaient entre elles, à travers des conférences, à travers des carrefours. Et c'est finalement autour d'un cabinet conseil qui a été relativement intelligent, ça peut arriver, puisqu'il a fédéré 6 structures, 5 entreprises qui sont de mémoire Solvay, qui une entreprise belge qui, je vous rappelle, a été fusionnée avec non, pas Lafarge. Solvay, bref, voilà. Solvay, EDF, Renault, une association territoriale qui était dans la fonction publique territoriale, Inergie, qui est donc le cabinet conseil, et le groupe Accor. Voilà les 6, si j'en ai pas oublié, fondateurs de l'association, avec un même souci finalement, c'est comme chacune d'entre elles, de ces entreprises, avait le souci d'améliorer encore leur processus, leur démarche de management, l'idée de se dire simplement, fédéré par Inergie, création d'une association qui vise encore une fois à développer l'IP, développer des synergies entre les membres de cette association et bien sûr développer l'association. Ça, c'est des choses qui s'inspirent à ce moment-là de ce qui se fait aussi outre-Atlantique, c'est ça, hein, ça ne naît pas ex nihilo comme ça. Alors non, on va y revenir éventuellement tout à l'heure. La France n'est pas ex nihilo comme tu le dis. Il y a déjà des mouvements du même type qui existent un peu partout en Europe, particulièrement sur UK. En Allemagne, avec un système extrêmement structuré, et qui l'est toujours, j'y reviendrai, puisque j'y vais, pour vous montrer quand même qu'on a encore pas mal de choses à faire devant nous. La création de l'association allemande qui fédère tous les Länder et qui fait remonter toutes les idées, leur nombre, leur intérêt, de façon extrêmement structurée. Cette association est née il y a 150 ans cette année, en 1872. On a encore, quoi, 130 ans? Oui. Bon. Voilà. Pas sûr d'être là, mais... Sûr d'y pas y être, moi j'ai autre chose là. Donc tout ça pour dire que les choses se passent bien évidemment à l'extérieur de l'Hexagone. D'ailleurs, dans les premières années de l'association, des consultants, je pense à Bernie Sander par exemple, étaient venus lors de Carrefour. Et alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Je vais vous donner 2 illustrations concrètes, si vous le voulez bien. Première illustration,
le changement de dénomination de l'association des suggestions aux États-Unis, puisque l'association s'intitulait Association des suggestions aux États-Unis. Il a changé le nom dans les années 2000, 2002, et il l'a appelé l'Association pour l'implication du personnel. Ça fait déjà IP. C'est intéressant. Implication personnelle, ça fait déjà IP. Exactement. Première illustration. Deuxième illustration, lui, il était assez extraordinaire. Il faisait ça avec son côté un peu texan, parce que c'est un texan. Donc il venait sur scène et il disait bon, ben voilà. Vous avez tous les jours des gens qui viennent travailler chez vous et dans leur poche, ils ont 500 $. Vous avez le choix. Soit ils repartent le soir avec leurs 500 $, soit vous leur demandez en les sollicitant pour leurs idées. Voilà, c'était la façon américaine de représenter les idées émises qui, à l'époque, étaient estimées entre 500 et 1500 € en général. Alors, ça, c'est un premier constat. Ouais. Deuxième constat, donc issu des cercles de qualité. Deuxième constat, notre président actuel l'a dit, on est encore dans les suggestions qu'on écrit sur les tableaux, etc. Et on commence à passer. Moi, je me souviens que j'avais sollicité la première entreprise en France qui faisait effectivement un circuit d'idées via les nouvelles technologies. Il n'y en avait pas 30 d'entreprises, il y en avait une, dont d'ailleurs la technique venait du Canada. Donc ça veut dire qu'on a été chercher au Canada quelque chose qui fonctionnait au Canada pour l'implanter en France chez Accor, puisque j'étais chez Accor à cette époque-là. Donc, évolution considérable, qui est liée à l'évolution technologique, bien évidemment. Autre caractéristique, c'est beaucoup de membres de l'association sont du secteur public et sont plutôt secteur industriel. Dans les 20 ans qu'on a passés, on a vu quand même de plus en plus passer l'association de membres plutôt industriels à des membres plutôt services et organisation de services. On a vu les banques, on a vu les assureurs, on a vu le secteur public de services, aujourd'hui encore, avec quelques industriels qui restent, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même une évolution assez nette de cette affaire-là. Voilà, et Jean-Charles le rappelait, aujourd'hui, Voilà. 50-50 entre services Oui. enfin, entre public et privé. À l'origine de l'association, donc ça, ce sont tous les constats, c'est qu'on commence à mettre des choses en place, et il va y avoir quoi? Alors, la création, dans la les premières structuration années, bien sûr, de dans la les premières démarche. années, l'objectif d'une association, c'est elle a défini ses statuts, elle les a déposés, l'objet social est clair, donc ça veut dire que derrière, l'idée, c'est de structurer l'association. Et une des premières choses que nous avons réalisées, ça a été bien sûr le référentiel de l'IP, qui n'existait pas et qui n'a aujourd'hui aucun concurrent. Ça, c'est quand même assez étonnant. Dans un secteur qui, par définition, doit être innovant, le référentiel de l'IP a relativement peu changé, même si on a fait un ou deux toilettages ici ou là. Donc structuré à travers donc, ce référentiel, et puis après, la poursuite, puisque les carrefours de l'innovation existaient déjà avant, sous la houlette du secteur industriel plutôt public auparavant. Donc poursuite du carrefour, création du référentiel, et après des autres éléments de structuration. Donc ça a été les trophées, ça a été la charte, et ça a été le campus. Voilà, les 3-4 structurations de l'association dans les 10 ans qu'on suivit. Avec tout ça, évidemment, comme objectif de partager les pratiques entre tout le monde. Alors, Muriel, toi, tu as été élue donc, présidente en 2009, on l'a rappelé tout à l'heure, pour 4 mandats consécutifs, mais tu étais déjà, avant d'être élue présidente, membre de l'association quasiment dès le début, je crois. Ah ben, dès le début. Il se trouve que c'est en 2002 et qu'à ce moment-là, je travaille à la direction des clientèles financières et que j'ai, à la Poste, en tant que correspondant développement durable, qualité et innovation. Et donc, j'ai pour mission de mettre en place l'innovation participative dans les 23 centres financiers. Parallèlement, au niveau du groupe, il y a un projet qui se monte pour rebooster l'innovation participative dans l'ensemble du groupe.
Et donc, du coup, je suis catapultée chef de projet. D'accord. Et on peut se le dire, à l'époque, l'IP, tu ne sais pas trop ce que c'est. Ah, je ne sais pas trop. J'ai ma formation de management de communicante, mais que j'ai enseignée. Je suis à fond sur le management participatif, mais je découvre l'innovation participative grâce à toute l'équipe, grâce à Innovacteur. Et c'est vrai que ça a été un formidable atout, parce que du coup, j'ai benchmarké sans le savoir, et ça m'a permis de mettre en place plein de belles choses au sein du groupe. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens, toi, alors, 20 années de l'association, parce qu'on s'est rappelé des choses qui existaient même avant que vous n'y arriviez. Qu'est-ce qui a changé finalement à la fois du côté de l'association et évidemment comment les choses ont évolué en parallèle dans le monde de l'innovation? Il y a quelque chose qui ne change pas et sur lequel on peut dire que c'est notre marque de fabrique, c'est avant tout les talents humains, le regroupement des hommes et des femmes qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc c'est une belle aventure humaine qui se prolonge indéfiniment et qui, comment dire, est très apprenante, enrichissante, gratifiante. C'est un vrai plaisir. Donc ça nous anime. Et de ce point de vue-là, j'ai deux choses que je veux mettre en avant. Les valeurs que j'ai mises en place de l'association parce qu'elles sont vivantes et qu'elles nous animent au quotidien, c'est l'ouverture, la diversité, l'échange d'utilité qui a souvent fait s'interroger, et puis l'humanisme. Et puis par ailleurs, ça c'est aussi notre marque de fabrique, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, l'association, ce sont des praticiens de l'innovation participative. Donc on travaille avec les praticiens, pour les praticiens. Et donc ça c'est ce qui fait, comment dire, que ce temps très long de 20 ans final a passé très très vite. Et franchement, s'il y a un merci à dire, c'est à l'ensemble de tous les membres de l'association, tous les intervenants, qui ont contribué à la faire vivre et à la faire grandir. Alors justement, on va voir ce qui a fait à la fois l'évolution et fait évoluer l'association et l'innovation participative. Ce sont des gens qui sont arrivés aussi au sein de l'association, qui ont contribué à la création d'un certain nombre d'éléments. Comme Bruno, on a présenté quelques-uns tout à l'heure. Ils sont avec nous pour certains aujourd'hui. Pour certains, pas tous, hein, mais rappelez-vous, innovation participative, de l'audace, du management, de la prise de risque, du droit à l'erreur et de la gratification, pour faire court. Et donc, à chaque fois qu'on a eu un tournant dans la vie de l'association, et particulièrement de l'innovation participative, parce que l'innovation participative, la raison d'être de l'association, c'est le développement de l'innovation participative. À chaque fois qu'il y a eu un phénomène nouveau, une étape crantée, à chaque fois on a eu la rencontre merveilleuse d'acteurs du terrain, praticiens de l'innovation participative qui nous ont aidés à être précurseurs, à challenger les entreprises et à faire en sorte que ce qui était nouveau, exceptionnel, parfois un peu poil à gratter, devienne un état de l'art. Voilà. Et donc du coup, pour ceux qui sont là, je sais qu'ils ne sont pas tous là, mais s'ils veulent bien nous rejoindre quand je vais les citer, parce que je crois que c'est important, il y a bien évidemment les anciens présidents que je voulais gratifier de remerciements infinis, parce que sans eux, l'association n'existerait pas. Antoine Héron et Bruno à nos côtés. Attention à ton micro. Voilà. Et puis les fondateurs, donc on a cité quelques fondateurs, Marie-Christine Young, à qui je pense beaucoup, et puis notre ami Michel Brisson, qui quand même avait fondé le groupement de l'innovation participative et qui a été un trésorier fidèle qui a fait tourner la boutique aussi. Donc Michel, tu peux nous rejoindre. Est-ce qu'on peut allumer un petit peu la salle, s'il vous plaît, en régie, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'accident avec l'escalier. Merci beaucoup. Oui, Mister GIP. Je pense aussi à des vice-présidents comme Anne Bobin, avec qui on a fait un duo d'enfer à partir de 2009, parce que toutes les deux, on n'avait jamais contribué à la vie de la gouvernance d'une association. Et donc, à nous deux, on a fait en toute complicité de belles actions et on s'est bien amusé, je dois dire. Je pense aussi à Roger Mondière, qui est notre ami de Michelin, qui est une figure emblématique. Je ne sais pas s'il est parmi nous, il m'avait dit qu'il viendrait, mais je ne l'ai pas vu. Emmanuel Lebouille, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Alors Emmanuel Lebouille, c'est le groupe Auchan, pour ne pas le nommer. C'est au moment où le service commence à intégrer l'innovation l'association. On avait, comme le rappelait Bruno, le secteur industriel, la qualité. Et là, boum badaboum, le service commence à entrer petit à petit, et notamment dans le secteur des ressources humaines. Et Emmanuel a eu l'audace de mettre en place un certain nombre d'actions qui aujourd'hui font florès, mais qui à l'époque étaient tout à fait étonnantes. Imaginez qu'il a fait la première Learning Expedition à l'international
un groupe d'une vingtaine de personnes composé des membres du COMEX, exécutifs, les patrons, et puis des salariés des hypermarchés. Ils ont fait des séminaires de créativité, ils ont fait de magnifiques cérémonies de reconnaissance, ils ont mis au point, c'était le projet Créative Attitude, et puis ils ont mis aussi au point ce qui est devenu aujourd'hui l'intrapreneuriat, parce que ils avaient fait un challenge, ils avaient été complètement débordés par le nombre d'idées. Ils ont fait leur tournée aux États-Unis. Et puis, quand ils sont revenus, ils ont fait un séminaire créatif. Et puis, ils ont sélectionné, implémenté les idées proposées par le challenge. Et 3-4 chefs de projet ont été nommés et ont pu porter leurs idées. À l'époque, c'était inédit. Aujourd'hui, on fait l'intrapreneuriat, mais à l'époque, c'était quelque chose d'osé et de culotté. Voilà. Maxime Barbier, alors je ne sais pas s'il est là non plus. Donc Maxime Barbier, pardon, c'est l'aventure avec le SGMAP, le secrétariat général à la modernisation de l'État. Et avec lui, avec la complicité des membres de l'association et des ministères, on a monté une toute première plateforme collaborative ouverte, digitalisée. L'enjeu, c'était quoi? C'était de mettre en place l'innovation participative dans les ministères. Donc, on a fait 3-4 ateliers collaboratifs en ligne. Formidable aventure, ça a fonctionné du tonnerre de Dieu. Et ensuite, on a fait une séance de créativité toute la journée animée par Florence Duriez, que je salue, qui ne peut pas venir non plus, du cabinet Énergie. Et ça a donné 50 défis à réaliser, dont un qui est emblématique aujourd'hui, qui était la semaine de l'innovation publique. Et aujourd'hui, on est en plein dans la séquence le mois de l'innovation publique. Voilà, donc c'est Innovacteur et le SGMAP qui ont mis ça au point. Rémi Gros, URSAF Midi-Pyrénées. Alors, je sais que toute l'équipe est là. Je suis ravie de les avoir à nos côtés. Rémi a un petit souci de santé, donc je lui souhaite un très bon rétablissement. Mais Rémi, c'est pareil, c'est l'entrée du public. Je participais à un jury développement durable, innovation à la sécurité sociale. Je remettais le prix innovation participative à l'URSAF Midi-Pyrénées. Et j'avais trouvé ce projet magique. Ça démarrait tout juste. Et donc, je les ai invités à nous rejoindre à l'association. Et depuis, ils sont à la fois partie prenante et ils sont très audacieux. Ils n'arrêtent pas de tracer et ils ont embarqué le service public avec nous. Donc, je les en remercie infiniment parce qu'aujourd'hui, comme le soulignait Bruno, on a beaucoup de services publics, d'organismes publics au sein de l'association. Et je crois que les précurseurs dans ce domaine, c'est l'URSAF Midi-Pyrénées. Alors, je suis un peu longue, je suis désolée. François... 4 mandats, forcément. François-Marie Ponce, alors là, je crois qu'il faut lui faire une ovation. C'est le papa de la créativité. Aujourd'hui, on parle créativité, on utilise les outils de la créativité, mais quand on a démarré le sujet, ce n'était pas gagné. C'était comme la qualité, il fallait créer des automatismes. Et donc, François-Marie a été longtemps le délégué à l'association et il a surtout formé d'innombrables membres à la créativité. Et pour ceux que ça intéresse, il devrait y en avoir beaucoup dans la salle, il y a toujours un ouvrage qu'il a coécrit qui s'appelle c'est ça, hein? Innovation participative à tous les étages. Innovation à tous les étages, qui est toujours disponible. Encore, dépêchez-vous, il n'en reste plus beaucoup. Qui l'a lu? Qui a lu Innovation à tous les étages? Bon. Il va y avoir un paquet de droits d'auteur pour François-Marie Ponce au moment de Noël. C'est parfait. Alors ça, entre parenthèses, c'est un sujet d'aujourd'hui, l'innovation participative. C'est un faux débat. Parce que finalement, quand on fait de l'innovation, c'est du collectif et on fait du participatif. Et on part d'une idée et on essaye de la faire grandir et de façon à ce qu'elle soit profitable au plus grand nombre. Je ferme la parenthèse. Mon amie complice Valérie Depardieu de la Banque Postale, avec qui j'ai fait, je dois l'avouer, les 400 coups à Châlons en Champagne. Lauréat aussi des trophées, alors je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, voilà, elle est comme moi. On l'a fait. Et puis une pensée très amicale aussi à Béatrice Verger de la SNCF, qui a été longtemps membre du conseil d'administration, qui aujourd'hui a pris d'autres fonctions, que je salue aujourd'hui avec beaucoup de sympathie et de gratitude. Avec elle aussi, on était très complices, on a fait de belles aventures grâce à Innovacteur qui nous a mis en contact.
Et donc, imaginez qu'on a créé dans les années 2004-2005 le premier challenge inter-entreprise avec la SNCF. On a fait ça à la mano parce qu'évidemment, à l'époque, ce n'était pas digitalisé, donc on faisait des tableaux Excel, le catalogue des idées, on l'a fait à la main. On a fait des conventions qui réunissaient les deux entreprises avec nos patrons des ressources humaines, nos grands patrons qui nous soutenaient, qui nous avaient donné carte blanche. Et tout ça pour dire que quand je dis audace, prise de risque, ben, il faut y aller, il faut oser. On a plein d'autres belles aventures à raconter, mais bon, le temps manque. Voilà, mais en tout cas, sachez que si l'innovation participative en est rendue là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des membres praticiens qui ont porté le sujet, qui ont essuyé les plâtres et qui ont partagé leur réussite. Voilà. Merci Muriel pour tout ce retour et on peut applaudir François-Marie, Michel et Valérie. Et alors juste un mot quand même. Ah, attends, il y a un petit dessin. Il paraît que chacune de mes idées équivaut à 500 $ dans la poche. Vous voulez... Ouais. Voilà, bah ça, voilà. Il a retenu ça. Oui, je voulais juste remercier mon entreprise, le groupe La Poste, parce que, comment dire, c'est un groupe qui est en grande transformation et qui, à un moment donné, vous donne la permission de pouvoir faire ce job, de pouvoir faire du bénévolat au sein d'une association et puis de valoriser tout ce que cette association fait. Merci Muriel, merci à vous trois aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'être montés sur scène. Faites bien attention en redescendant, sinon vous pouvez passer par les coulisses et les couloirs, c'est comme vous voulez. Ouais. Par là-bas. Voilà. Hein, c'est le test de la journée, hein, gravir les escaliers. Allez, on continue avec Bruno. On vient de parler des évolutions de l'IP et d'Innovacteur. En même temps, sur ces 20 dernières années, il y a aussi un certain nombre de constantes sur lesquelles on peut revenir aujourd'hui. Alors, moi, ce que je souhaiterais à travers ça, c'est appuyer effectivement sur ce qu'on demande aujourd'hui à toutes les personnes qui finalement sont là, dans leur travail. Ce sont des managers, ils sont managers opérationnels ou ils sont managers plus spécialisés, des fonctions support, RH, marketing, peu importe. On leur demande beaucoup de choses. On leur demande aujourd'hui, bien évidemment, de développer la reconnaissance des collaborateurs. C'est important de reconnaître le travail qui est fait par les collaborateurs. On leur demande, c'est une évidence, de contribuer aux résultats de l'organisation, quel que soit le job qu'on ait. On leur demande d'améliorer l'engagement et l'implication des collaborateurs, de favoriser l'initiative, l'autonomie, la créativité et de reconnaître le droit à l'erreur. On leur demande aussi de mieux identifier les potentiels, les talents, les compétences, mais aussi de les développer. On leur demande de favoriser la construction et le partage de la stratégie de l'entreprise en tant que manager. On leur demande de créer et de développer des datas de bonnes pratiques métiers, d'améliorer les conditions de travail et du bien-être, on l'a évoqué tout à l'heure, d'accroître le sentiment d'appartenance et la fierté d'appartenance à l'entreprise. On leur demande, et on le voit bien aujourd'hui dans le domaine du recrutement, de développer et d'augmenter l'attractivité de l'entreprise. Et enfin, 12e élément, on leur demande de développer l'intelligence collective. Je ne fais pas une liste exhaustive de ce qui est demandé à un manager aujourd'hui, mais je pense que c'est la réalité. Donc ça fait beaucoup de choses. Et ça perdure. Ça existait avant, et je pense que ça se poursuivra. Avec, bien sûr, des points d'inflexion ou des points d'importance plus ou moins grands selon la thématique. Donc ça, c'est ce qu'on porte tous les jours. Maintenant, vous avez tous compris la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'innovation participative contribue à ces 12 travaux d'Hercule. Et ça, c'est des éléments de conviction pour vous. Parce qu'une grosse difficulté
d'un responsable d'IP, dans quelque structure qu'il travaille, c'est de convaincre son COMEX, c'est de convaincre son responsable hiérarchique de l'intérêt de la démarche et de ce que ça rapporte à l'entreprise. Donc c'est pour ça que, voilà, je pense que tout ça, ça perdure et que ça continuera avec, encore une fois, des points d'inflexion peut-être différents dans les années qui viennent. Ça, c'est certain. Alors justement, comme tu commences à parler au futur, rapidement, tous les deux, et demain? J'y vais. Alors, et demain... Ah, attends, l'innovation à tous les étages, c'est bon, je reste dans l'ascenseur. Alors justement, l'innovation, c'est un mouvement dynamique, hein, c'est une démarche vivante. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qui est assez partagé au final, qui est qu'on est à un tournant de nouveau de l'histoire de l'innovation participative. Je pense qu'il va falloir continuer à tracer dans un univers qui est complètement chamboulé. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on est dans et en dehors de l'entreprise. On a des enjeux sociétaux, des enjeux de transition écologique, de bien-être, de mieux vivre, de sobriété. Et tout ça, ce sont des défis à challenger et à réaliser grâce à l'innovation participative. Je pense que l'innovation participative, elle se fait dans les organisations, mais plus que jamais en dehors des organisations. Et donc ça, c'est un pas à franchir parce que de la même façon qu'on a professionnalisé les organisations et les entreprises, il va falloir professionnaliser les citoyens qui vont participer et qui vont être force de proposition pour améliorer la société. Il y a un véritable défi à relever. C'est pour ça que je suis très optimiste sur l'avenir. On est de nouveau à une étape fondamentale et je pense qu'il va falloir continuer à être poil à gratter, continuer à tracer, continuer à innover parce que c'est ça le défi d'aujourd'hui. On a besoin d'innovation et on a besoin de se réinventer dans nos usages au quotidien. Je crois que c'est un véritable challenge à faire collectivement. Et je voulais dire aussi que le discours de la ministre dans ce sens-là va dans le bon sens parce que c'est exactement ce qu'on a à faire aujourd'hui et demain et il faut qu'on continue sur ce sujet. Bruno. Alors j'ai déjà évoqué un petit peu le fait que la pérennité de la démarche qui est pour moi, et je pense pour tout le monde ici, d'abord et avant tout, une démarche de management structurée. Mais on parle bien d'une démarche de management. S'il n'y a pas de management dans l'IP, elle ne tient pas. Deux éléments, je voudrais dire, sur l'évolution qu'on sent tous les jours, qu'on vit tous les jours. Moi, je voudrais pointer peut-être deux éléments qui me paraissent importants. D'abord, c'est que je pense que, et qu'il faut intégrer bien sûr dans la démarche d'IP, c'est que je pense que les limites de l'entreprise bougent. C'est-à-dire qu'on a vécu dans les dernières années des limites d'entreprise qui étaient claires, relativement claires. Il y avait ceux qui étaient en CDI, ceux qui étaient éventuellement en CDD, les partenariats, mais on savait à peu près ce qu'il en était. Ça bouge et ça va continuer de bouger. Et les contours de l'entreprise seront de moins en moins clairs et de plus en plus flous. Et ça veut dire qu'il faudra intégrer cet élément-là, je pense, à travers des partenariats, il faudra là aussi innover par rapport à une situation qui, je pense, va tendre vers cela, à la fois dans les affaires, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura de plus en plus de partenariats pour aller plus vite, plus fort et gagner plus vite des parts de marché. Et je pense également qu'au niveau des statuts des personnes qui y travaillent, entre des auto-entrepreneurs, des CDI, des CDD, des managers de transition, etc., il faudra fédérer tout ça. Donc ça, c'est un premier axe. Et un deuxième axe qui me paraît, et qu'on constate là aussi tous les jours, c'est la relation au travail. La relation au travail, elle s'est fortement modifiée. Le rapport qu'on a à son travail aujourd'hui est très différent de ce qui pouvait exister auparavant. Donc ça veut dire que l'implication des collaborateurs, et d'ailleurs des collaborateurs et de ce qui gravite autour des projets partagés, sera un enjeu de plus en plus important. Et il l'est déjà, et on le sait bien, qu'aujourd'hui, pour recruter, on ne fonctionne pas de la même façon comme on fonctionnait auparavant. Je termine en disant que j'ai été un praticien RH aussi bien dans les PME que dans les groupes cotés. N'hésitez pas à secouer les RH. Ils le sont déjà pas mal, je suis d'accord, mais à les secouer dans le sens en faire des alliés.
Je préfère que vous alliez voir les RH que le service de communication. Merci beaucoup à tous les deux Merci d'avoir à été vous. avec Merci à nous. vous. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous raccompagne en coulisses parce qu'il paraît que c'est pas évident. Alors, allez-y, 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 allez-y. Ouais, c'est par ici. Parce que je crois qu'on en perd de temps en temps quand on est dans les coulisses.